Voilà, super. Et puis, il y a peut-être des gens qui vont se connecter entre-temps, c'est pas très grave. Pour commencer, alors de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? Un peu de la place de l'esprit dans les différentes écoles, quelque chose comme Oui, ça. Mm. oui, tout à fait, oui, ça parle à tout le monde. Salut Vali. Ah, t'as pu te connecter, Bonjour. c'est cool. Oui, mais en fait, ça marche pas sur mon ordi, ça marche sur mon téléphone. Alors, je sais pas. Ouais, c'est les bizarreries de Skype, ouais. Ouais. Je sais pas, j'arrive pas. Bon. En tout Donc, cas, bienvenue. merci. Bienvenue. T'as pu écouter la dernière session ou pas? J'ai écouté le début, après j'ai Ouais. écouté autre chose. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On disait qu'en effet, Dominique disait que la dernière fois, on avait parlé surtout de l'importance de l'esprit. Oui, ça c'est très important, bien sûr. Sous toutes ses facettes, bien sûr, dans le bouddhisme, hein. Dans le bouddhisme, il y a bien sûr les différents types de conscience. Il y a la description de la psychologie. Quel type de conscience on a, quel type d'attitude on a. Il y a l'aspect expérientiel aussi. Comment est-ce qu'on peut observer l'esprit à la première personne? C'est très important. Puisqu'on ne peut pas le faire à la troisième personne, hein. On ne peut pas observer l'esprit à la troisième personne, elle n'a pas d'instrument pour ça. Donc, principalement, c'est à la première personne, voire à la deuxième personne, en discutant avec son maître, etc., etc., etc. Donc, quelqu'un qui a une expérience de ça. Et puis, donc, les différents niveaux d'esprit, les niveaux grossiers, les niveaux subtils. Et là, c'est surtout l'aspect épistémologique. Oui, comment est-ce qu'on sait ou comment est-ce qu'on sait qu'on ne sait pas? Ouais. Et donc, on avait été à la page 9, normalement, dans la préface française. Et normalement, on avait corrigé mental par intellect, ouais, dans le deuxième paragraphe de la page 9. Ok, très bien. Et on avait parlé de la définition d'une perception directe, vous vous souvenez? Et oui. Oui, qui est, alors, Dominique le connaît par cœur. Donc, ceux qui ne savent pas répondre, Qui est libre de toute conceptualisation. Je me lance, hein. oui, Euh, libre de toute conceptualisation et non erronée. C'est-à-dire qu'il ne se oui. trompe pas face à son objet. Il faut Alors, je dire ne sais jamais si c'est observation. C'est observation? Alors, c'est plutôt l'objet J'hésite. apparent. Oui, l'objet Apparent. apparent. Ah, ok, voilà. Exactement, ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est en effet une perception directe. On avait vu que c'était une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ouais. Donc là, bien sûr, on est chez les Sautrantika, ouais, les Sautrantika. Donc on est obligé de faire une petite diphtongue parce qu'il y a AU, Sautrantika. Ok, c'est les détenteurs des sutras. Ouais, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Ok, mais bon, toutes les écoles sont les détentrices des sutras. Mais là, c'est juste parce qu'il y avait des distinctions à l'époque entre les Vaibhashika et les Sautrantika. Ouais, les Vaibhashika disaient par exemple que la faculté visuelle, elle aussi, elle appréhende ces objets. Ça fait bizarre, hein? La faculté visuelle, elle appréhende ces objets, exactement comme une conscience, ouais, ou comme une cellule photoélectrique, mais qui identifierait son objet. Ça fait bizarre. Donc c'est pourquoi les Sautrantika disent que c'est une cognition pour éliminer le fait que ça puisse être de la matière. Ouais. Ok, très bien. Et puis, bien sûr, on verra dans la suite du texte pourquoi on dit libre de conceptualisation et pas libre de l'entité substantielle de la conceptualisation. On verra tout ça. Voilà, réjouissons-nous. Ok, très bien. Et donc, on était en bas de la page 9. Ok, très bien. Donc, de l'autre côté, donc tout en bas, de l'autre côté, ceux qui soutiennent une approche graduelle pensent que les seules perceptions directes qui nous sont accessibles ordinairement ne suffisent pas à contrecarrer l'illusion de la permanence et du soi des phénomènes et de l'individualité. Donc ça, vous le savez tous, vous savez que euh, l'impermanence subtile, est-ce qu'elle est observée par nos consciences sensorielles? Non, non, dit Sabine. Qui dirait oui? Qu'on puisse débattre un petit peu. Si Corinne, je suis on est sûr un que toi tu dis yogi, oui. Elle est observée, mais elle n'est pas réalisée. Alors, si on est un yogi, oui, mais pas sinon, non. Elle est observée, ouais, mais elle n'est pas oui, réalisée par un être ordinaire. oui. Et même si c'était un yogi, est-ce qu'un yogi pourrait réaliser par ses consciences sensorielles Ah l'impermanence non, non, subtile? non, c'est par la conscience mentale. Voilà, exactement, tout à fait. Très bien, c'est en effet ça. C'est-à-dire qu'une conscience sensorielle, à part celle d'un Bouddha, bien sûr, peut-être que les Bouddhas sont différents, ils sont omniscients, leur conscience est omnisciente, mais pour les non-Bouddhas, une conscience sensorielle ne peut pas réaliser l'impermanence subtile, vous êtes d'accord? Mm. Ouais, ok, très bien. Et non plus le non-soi, etc., etc. Donc c'est nécessairement la conscience mentale. C'est pour ça qu'il y a ce premier pas à faire quand on étudie
la psychologie, l'épistémologie bouddhiste, etc., c'est de faire cette distinction entre les consciences sensorielles et la conscience mentale. Ouais. Et donc, comme on l'a dit la dernière fois, mental et intellect, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Si on devait comparer entre les deux, ce serait quoi? 3 possibilités. 3 possibilités. Est-ce que ça parle à tout le monde, ces façons de comparer les phénomènes ou pas? Quand on dit 3 possibilités, pas vraiment, hein, ça fait un peu bizarre de dire 3 possibilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une première possibilité qui serait à la fois ce qui est l'intellect et ce qui est la conscience mentale. Ouais, c'est-à-dire quand vous pensez, qui est-ce qui pense? C'est votre conscience mentale. Ouais, donc ça, c'est une première possibilité. Ensuite, vous avez des consciences mentales qui ne pensent pas. Oui, c'est les directs. Voilà, les perceptions mentales directes. Par exemple, un yogi qui réalise directement le non-soi, c'est sa conscience mentale qui réalise le non-soi. Mais c'est pas intellectuel. Ouais, ouais, ça vous parle? Mm. Ok. Et il y a une troisième possibilité, c'est facile, ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Une Voilà. table, une chaise, etc., etc. Donc ça fait 3 possibilités. Ouais, ouais, ça parle à tout le monde? 3 possibilités, ça va trop vite? C'est compliqué? On y reviendra hein, de toute façon. Donc 3 possibilités, ça veut dire que par exemple, si on dit pomme, pomme et végétal, est-ce qu'il y a 3 possibilités? Eh oui, Oui, pomme et végétal. Ça veut dire que si c'est une pomme, c'est nécessairement un végétal. Mais si c'est un végétal, c'est pas nécessairement une pomme. Ouais. Par exemple, les jolies fleurs que Corinne a derrière elle, ce sont des végétaux, mais ce ne sont pas des fleurs, des pommes. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a ni l'un ni l'autre, une table, une chaise, etc., etc. Ouais, ça parle à tout le monde? Et bien pour intellect et mental, c'est pareil. Si c'est intellectuel, c'est nécessairement mental. C'est nécessairement une conscience mentale qui pense. Ouais. Mais si c'est une conscience mentale, c'est pas nécessairement l'intellect. Ça peut être une perception mentale directe, comme une clairvoyance, etc. Ouais. Ouais, ça vous parle? oui. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre, c'est facile. Ouais. Une table, une chaise, le temps, une personne, etc., etc. Ok, bravo, bravo. Donc là, c'est juste une petite, c'est les antipastilles, là. C'est juste avant de commencer les débats, quand on entrera dans le texte, dans le vif du sujet. Là, c'est juste les parties introductives, ouais. C'est juste pour vous présenter à ce type de raisonnement. Ok. Très bien. Par exemple, il dit, au début de la page 10, l'impermanence, par exemple, apparaît bien à la perception, mais n'est pas identifiée parce que la force des imprégnations de l'ignorance crée des surimpositions erronées. Mm. Ok, donc là, il y a beaucoup de vocabulaire. Là, dans une seule phrase. Ok, l'impermanence. Donc là, on parle de l'impermanence subtile. Ouais, parce que l'impermanence grossière, on peut tous la certifier visuellement. Ouais, vous êtes d'accord, par exemple? Qu'est-ce que vous pourriez me donner comme exemple d'impermanence grossière qu'on peut tous voir? Bah, le vieillissement, La gueule. Le changement des saisons. Oui, oui, tout ça. pas de problème. Ma tronche, ça La se voit tout de tronche. suite. Alors, si on la regarde maintenant, on n'a pas l'impression qu'elle change, ouais. Il faut la regarder maintenant et dans 10 ans. Oh, Mais si on ben la là, regarde pas maintenant tout de grand-chose. suite, on n'a pas l'impression que tu vieillis, on a même l'impression que tu rajeunis. Ouais. Mais justement, Oui, ça change. ça Ça change change. d'instant en instant. Exactement. Ouais, l'impermanence grossière, c'est facile, c'est le changement soudain d'un continuum. Ouais. Par exemple, bah, voilà, une fleur qui se fane, bah, une journée qui passe, etc., etc. Donc le dernier moment de la journée, bah, je sais pas, le tic-tac d'une aiguille, bah, tout ce que vous voulez. Vous voyez quelqu'un qui décède, etc., etc. Ouais. Donc ça, c'est le changement grossier, c'est le changement brutal d'un continuum. Et ça, c'est visible, c'est perceptible. C'est pour ça qu'on parle de l'impermanence grossière. Mais l'impermanence subtile, comme dit Geshe Dreyfus dans Recognizing Reality, il dit que c'est, en tibétain, on dira Jawa Shenjung. Jawa Shenjung, ça veut dire qu'il y a des moments qui se produisent, mais qui sont autres que les moments précédents, mais qui sont similaires. C'est-à-dire que la table que vous avez en face de vous, elle change d'instant en instant. Par exemple, si on observait les molécules, les atomes, on verrait que tout ça, ça change d'instant en instant, de manière très très rapide. Mais là, la table, elle donne l'impression d'être la même parce que il y a des moments successifs de ce continuum de cette table qui se ressemblent trop pour qu'on puisse distinguer l'impermanence. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok. Mais si on prenait une caméra qui est capable de voir d'observer cette table sur 400 000 ans, par exemple,
peut-être et qu'on mettait le film à l'accélérer, on verrait le changement. Ouais. Par exemple, il y a des vidéos comme ça où vous voyez des fleurs pousser, etc., très rapidement, parce que la caméra, le film est passé très rapidement. Donc ça veut dire qu'en effet, ce changement, on ne peut pas le dénier, il existe, sauf qu'il n'est pas certifié par nos consciences ordinaires. Ouais. Donc c'est une cognition inattentive. C'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Une cognition inattentive. Et donc bien sûr qu'on les étudiera dans la suite du texte. Ok. Et donc les surimpositions, ça veut dire que ça va à l'opposé de la réalité. Très bien. Donc il nous faut donc, dans un premier temps, déconstruire l'illusion par le raisonnement, une forme de conceptualisation valide, pour ensuite appliquer l'esprit au résultat de l'investigation à l'aide du calme mental issu de la concentration. Ok, donc ça c'est très important, cette partie-là est très importante. Ça nous montre qu'il faut méditer. On ne peut pas juste étudier l'esprit comme ça, de manière purement académique. Il faut méditer. Ouais, si on doit étudier ce type de texte, et n'importe quel texte en général, même des textes assez abscons, un petit peu comme la logique, etc., c'est un peu difficile d'appliquer ça dans tous les jours, mais dans le quotidien. Mais normalement, ça doit être fait pour ça. Ça doit être fait pour appliquer toute cette théorie dans le lamrim en particulier, ouais, dans notre quotidien, dans notre pratique méditative. Ouais. Ok. Donc c'est là où il dit en effet, il faut d'abord commencer par raisonner, il faut analyser. Il faut analyser nécessairement, ça fait partie, c'est une partie importante de la méditation dans la tradition indo-tibétaine. Il n'y a pas que la pleine conscience. Bien sûr que la pleine conscience est importante, elle est très importante, elle a même des applications, comment dire, dans le domaine des pathologies, etc. Donc ça a des applications au quotidien, même pour certaines pathologies. Donc ça, c'est important. Mais on ne peut pas dire que la méditation se résume à la pleine conscience. C'est pas possible. Ouais, la méditation a toujours impliqué une méditation analytique, un aspect analytique. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui échappent à nos sens, tout simplement. L'impermanence subtile apparaît à nos sens, mais n'est pas certifiée. Donc elle échappe à nos sens. Ouais. Le non-soi échappe à nos sens. La préexistence humaine, le karma, la causalité sur le long terme, etc. Tout ça, ça échappe à nos sens. Et donc comment est-ce qu'on fait pour les certifier? On emploie le raisonnement. Mais le raisonnement ne se suffit pas à lui-même. Il doit, au bout d'un moment, être lui-même transcendé jusqu'à obtenir une perception directe, une perception yogique. Ouais, une perception issue de la méditation. Ouais, ça vous parle? Ok, très bien, très bien. Donc ça, c'est très important, cette phrase-là, ici en haut de la page 10. Et ensuite, il dit, il existe de bons et de mauvais concepts. Ouais, une bonne et une mauvaise conceptualisation. Ouais, c'est par exemple, on dit, par exemple, les renaissances n'existent pas parce que je ne les perçois pas. C'est un raisonnement. Ouais. Le sujet, les renaissances, prédicat, n'existent pas, raison, parce que je ne les vois pas. Eh ben, c'est une raison. On donne une raison, mais c'est une raison fausse. Ouais. Donc on raisonne faussement aussi. On dit par exemple, on dirait par exemple, cette impermanence subtile n'existe pas parce que je ne la certifie pas. C'est une raison qu'on donne, mais c'est pas une raison valide. Ouais, donc il y a des concepts faux et il y a des concepts qui sont en accord avec la réalité. Donc c'est pourquoi dans la suite le passage qui suit, il faut remplacer erroné ou non erroné par faux. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc le deuxième paragraphe de cette page 10, ces deux tendances disent au fond la même chose. Donc les deux tendances, les deux approches du bouddhisme, une approche graduelle et une approche plus soudaine, disent au fond la même chose, mais avec une emphase différente. Or, que nous apprend donc l'Oric, les consciences et cognitions, qu'il est nécessaire d'opérer une distinction fine entre le facteur de la conceptualisation qui est faux et celui qui est non faux. Alors, il faut remplacer erroné par faux. Ouais, parce qu'on va apprendre par la suite dans le texte que n'importe quelle conceptualisation est erronée. N'importe quelle conceptualisation est erronée, mais n'importe quelle conceptualisation n'est pas nécessairement fausse. Ouais, donc il y a une distinction fondamentale entre erroné et faux. Ouais, très bien. Donc là, juste pour en parler brièvement, si vous regardez dans le miroir, ouais, qu'est-ce qui apparaît dans le miroir? C'est le reflet de votre visage. Ouais, dans le miroir, il n'y a pas votre visage. Ouais, vous gardez votre visage sur vous. Mais le reflet dans le miroir donne l'impression d'être votre visage, mais n'est pas votre visage. Donc il y a une distorsion là.
Ouais, par exemple, dans les films d'espionnage, etc., avec James Bond, il y a des fois le méchant qui se cache à côté d'un miroir. Et je ne sais pas si c'est James Bond ou le gentil, enfin bref, ou le méchant, qui tire dans le miroir. Parce qu'il est persuadé que le reflet n'est pas un reflet, il est persuadé que c'est une personne qui est là. Là, c'est complètement faux. C'est plus qu'erroné, c'est faux. Mm. Ouais. Donc vous vous regardez dans le miroir. On va reprendre cet exemple-là. Vous vous regardez dans le miroir. Que voyez-vous? Le reflet de votre visage. Mais ça donne l'impression d'être votre visage, mais ce n'est pas votre visage. Donc c'est erroné. Ouais. Là, ce serait faux si vous commenciez à brosser les dents du reflet sur le miroir. Ok. Ouais. Là, ce serait faux. Ouais, mais ce n'est pas faux. En général, vous vous brossez les dents à vous. Ouais. Donc ça veut dire que le reflet, la perception du reflet, c'est erroné parce que le reflet donne l'impression d'être le visage, mais n'est pas le visage. Mais ce n'est pas faux puisque vous n'allez pas commencer à brosser le reflet sur le miroir. Ouais. Ce serait faux si oui, si vous disiez, tiens, mon visage soudainement est dans le miroir. Ouais, ou comme certains animaux qui sont devant leur propre reflet et qui ont le poil hérissé, etc. Et ben c'est la même chose. C'est non seulement erroné, mais en plus c'est faux. Parce qu'ils prennent pour argent comptant l'apparence. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, oui. Ok, super, ça c'est intéressant. Et ensuite, quand ils comprennent que c'est bien eux, par exemple, vous le portez dans vos bras et puis vous dites, tiens, regarde, c'est ton reflet, etc. Au bout d'un moment, l'animal finit par comprendre que c'est lui. Il n'a plus le poil hérissé, ni rien du tout. Donc ça reste erroné, bien sûr, parce que le reflet continue de se montrer comme si c'était la personne elle-même, sans être la personne elle-même. Ça continue d'être erroné, mais ce n'est plus faux. Ouais, ça vous parle? Ouais. Ok, super. Pour la conceptualisation, c'est exactement pareil. Pour la conceptualisation, si vous pensez je sais pas moi, imaginons vous êtes plusieurs à table, etc., et vous pensez à votre verre d'eau. Vous dites, tiens, c'est mon verre d'eau. Et en fait, finalement, c'est le verre d'eau de votre voisin. Non seulement votre conceptualisation est erronée, puisque vous pensez à un verre d'eau, l'image du verre d'eau donne l'impression d'être un verre d'eau, mais n'est pas un verre d'eau. Ouais, c'est comme dans un reflet dans un miroir. Donc c'est erroné, mais en plus c'est faux, puisque vous pensez, tiens, c'est mon verre d'eau, alors que c'est pas votre verre d'eau. Ouais, ça vous parle? Oui. Si par contre c'est votre verre d'eau, votre conscience conceptuelle continue d'être erronée, mais elle est valide, elle est en accord avec la réalité. Comme le reflet qui montre exactement votre visage, donc c'est valide, mais c'est distordu, il y a une erreur qui est là. Ouais, ça vous parle? Mhm. C'est compliqué? Faut s'y faire. Faut s'y faire. Ok. Ok. Ouais. Donc c'est là, parce qu'en français, on ne fait pas toujours cette distinction entre erroné et faux. Hein. Quand on dit un calcul est erroné, bah, le calcul est faux. Mais si on comprend bien la distinction du point de vue des définitions, une conscience erronée, c'est une conscience qui se trompe à l'égard de son objet apparent. Oui. Et une conscience fausse, c'est une conscience qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement, ce vers quoi elle s'engage. Oui. Ouais. Bon, on pourrait prendre un autre exemple. Ouais. Vous pensez à la fleur que vous avez été dans un temple et vous avez vu une fleur qui était posée sur l'autel, etc. Et vous dites, tiens, cette fleur était jolie. Donc vous pensez à cette fleur. Et donc le reflet conceptuel dans votre esprit donne l'impression d'être cette fleur, mais n'est pas cette fleur. Ouais. Quand vous y pensez, vous avez un souvenir, etc. Ouais, c'est un reflet qui donne l'apparence d'être cette fleur, mais n'est pas cette fleur. Donc c'est erroné à ce titre-là. Très bien. Mais vous pensez correctement à cette fleur, tout va bien. Vous dites cette fleur était jolie, tout va bien, c'était une fleur, donc votre conscience n'est pas fausse. Si maintenant c'était une fleur artificielle et que vous dites tiens, cette fleur était jolie, dans ce cas-là, c'est une conscience erronée toujours, mais en plus elle est fausse parce que ce n'était pas une vraie fleur, c'était une fleur artificielle. Ok, on y reviendra. On y reviendra. Enfin, moi, si je peux faire un commentaire, je me suis vraiment rendu compte de ça quand j'étais à Paris là récemment. Et du coup, on était dehors avec des amis. Et puis, il y a la nuit qui commence à tomber. Et puis, on a vu une étoile. Et donc, je dis, ah, c'est super, on voit une étoile et tout. J'étais toute contente. Puis, la personne à côté de moi, il dit, non, c'est pas une étoile, c'est Mars. Bah, du coup, je me dis, bon, effectivement, c'est Mars et tout ça parce que je le sais. Mais pour moi, là, à l'instant, c'était important de mettre un peu l'ambiance. On est content, ils vont avoir des étoiles. Mais en fait, non, c'est Mars. Mais
les deux côtés. Enfin, après, on ne se voit pas vraiment Mars, on voit le reflet du Soleil sur la planète Mars qui nous renvoie. Donc, en fait, on n'est jamais vraiment dans le juste. On n'est jamais dans le juste, mais on est dans c'est un truc que toi tu appelles valide ou opérationnel, quoi. C'est en fait qu'est-ce qui m'intéresse à ce moment-là, quel est le message que je vais transmettre ou qu'est-ce qui m'intéresse à ce moment qui est important. C'est pas vraiment la réalité parce que on n'aura jamais accès à la réalité, mais qu'est-ce qui m'importe à ce moment-là, quoi. C'est pas comme ça que je l'ai compris maintenant. Oui. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est justement, est-ce qu'on peut avoir accès à la réalité? On pourrait dire qu'il est possible d'avoir accès à la réalité malgré tout, même si, par exemple, donc là, bien sûr, c'était une perception visuelle, et ensuite, il peut y avoir une conception où on se dit, tiens, c'était Mars, c'était une étoile, mais en fait, c'était Mars. Donc si on dit, en effet, cette étoile est jolie, si on pense, si on conceptualise, cette étoile est jolie, là, c'est une conception fausse, parce que ce n'est pas une étoile, c'est une planète. Ouais, ouais. Par contre, si on Oui. dit, tiens, Mars est brillant aujourd'hui, on conceptualise, Mars est très brillant aujourd'hui, à cause de la... C'est joli. Et donc, si on dit, c'est Hubert Reeves qui est en train d'appeler. Oui, c'est ça. Ok, si on dit Mars est très brillante, on conceptualise Mars est très brillante aujourd'hui. Notre concept reste erroné, puisqu'il donne l'impression d'être Mars, mais n'est pas Mars. Ouais. Par contre, on est en accord avec la réalité. Notre conscience est factuellement concordante. On pense à Mars et c'est bien Mars. Oui. Ouais. Par contre, si on disait c'est une étoile, on conceptualise c'est une étoile, non seulement c'est erroné, mais en plus c'est faux. Ça ne correspond pas à la réalité. Ouais, ça vous parle? Pardon? Mais- oui, mais par rapport à un enfant, par exemple, si un enfant de 3 ans me dit ah bah là regarde il y a une étoile, je vais être contente parce que le gamin il a compris le concept, il y en a quelque chose qui brille. Donc pour moi je vais pas lui dire ah bah non c'est de la planète Mars parce qu'à 3 ans on n'a peut-être pas forcément la différence. Je pense qu'il faut aussi s'adapter au public, il faut s'adapter à qui on parle quoi. Et pas non. Oui, on pourrait dire que ici, là, c'est notre recherche ici par rapport à l'épistémologie. En effet, c'est comment est-ce que nous cherchons à être de plus en plus en accord avec la réalité. Mais si on étudie après, par exemple, les cognitions inférentielles, la déduction logique, etc., si on étudie un petit peu les bases de la logique, on verra qu'on ne peut pas débattre avec tout le monde. Ouais. On n'a pas D'accord, oui. des Oui. Ouais, on peut pas. Je veux dire que c'est un mode de décès très très classique, surtout dans le cancer du poumon. Alors, je vais couper le micro de Thierry. Voilà. Attendez. Qui doit être sur un autre groupe. Ok. Très bien, elle est sur plusieurs Skype en même temps. Très bien. Oui, on ne peut pas débattre avec tout le monde. On peut pas débattre avec tout le monde et on ne peut pas discuter philosophie avec tout le monde. Il y a aussi la poésie, c'est important la poésie, un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Et donc on ne peut pas nécessairement discuter philo et parler d'astronomie avec un enfant de 3 ans, bien sûr. Mais après, s'il a le souhait d'en apprendre un peu plus, bien sûr que là, c'est utile de lui dire, bah, ça ressemble à une étoile, mais c'est pas une étoile. Ok, très bien. Très bien. Donc là, on verra bien sûr des développements par rapport à une conscience erronée, une conscience fausse. Là, c'est juste la première approche. Ouais. Ok. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez ces deux objets. Vous avez l'objet apparent et vous avez l'objet d'engagement. Ouais. Donc si on fait cette corrélation, c'est un exemple très grossier, hein, si on emploie l'exemple du miroir, l'objet apparent, ça va être le reflet de votre visage. Et l'objet d'engagement, ça va être votre visage. C'est ce que comprend votre conscience. Ouais. Donc ça, c'est un exemple pour montrer comment fonctionne la conscience conceptuelle. Mais quand on se regarde dans un miroir, c'est pas conceptuel, mais c'est un exemple qui est donné, l'exemple du miroir. Ouais. Quand on regarde notre visage dans le miroir, eh ben, on comprend notre visage, on s'engage vers notre visage. Ouais. Donc le visage est l'objet d'engagement. Mais l'objet apparent, c'est le reflet du visage, vous êtes d'accord? On passe par le reflet pour voir notre visage. Ouais. Et donc notre conscience se trompe à l'égard de l'objet apparent, parce que le reflet donne l'impression d'être un visage, mais n'est pas un visage, et montre en plus la gauche à droite et la droite à gauche. Ouais, donc il y a une erreur qui est là. Mais on comprend que c'est une erreur. Et donc on ne va pas aller brosser les cheveux du visage ou brosser les dents du reflet ou brosser les dents du reflet. On sait très bien que le reflet n'est qu'un reflet. Ouais, et quand on pense à quelqu'un, eh ben c'est la même chose, ou à quelque chose, c'est la même chose. On sait très bien que l'image qui est dans notre esprit n'est pas cet objet-là. Donc on ne fait pas l'erreur grossière d'imaginer que si on pense à une table, on aurait une table dans notre tête. Ça ferait très mal.
Ouais, ça vous parle? Oui. Ok, très bien. Donc on aura le temps d'y revenir, hein. Ok, ok. Et donc c'est pourquoi il y a des consciences conceptuelles qui sont fausses, qui sont complètement à côté de la plaque, et il y a des consciences conceptuelles qui ne sont pas fausses. Ouais, mais elles continuent d'être erronées, parce qu'il y a toujours cette distorsion par rapport à l'objet apparent. Ok. Et c'est une des grandes originalités de cette tradition épistémologique que d'attirer notre attention sur cette distinction et en particulier de montrer comment opèrent les consciences conceptuelles en particulier. Ça, c'est vraiment passionnant. Comment est-ce que la conscience est erronée mais peut être en accord avec la réalité? La conscience conceptuelle en particulier. Très bien. Comprendre le mode de fonctionnement de l'intellect, pas du mental, nous permet d'apprécier avec bien plus de subtilité les débats évoqués à l'instant. Ouais, donc là, c'est pareil. Là, on confond mental et intellect et on ne devrait pas les confondre. Ouais. Ok, très bien, très bien, très bien. Ok. Et donc ensuite, il y a aussi dans le passage qui suit, il y a des mentions de l'Institut Mind and Life, qui est vraiment très intéressant euh, par rapport à ces discussions entre Sa Sainteté Dalai Lama et des psychologues, des astronomes, des physiciens, etc. Donc c'est un Institut Mind and Life, et il y a plusieurs colloques qui se sont déroulés au fil des ans, et il y a des transcriptions de ces colloques qui ont été effectuées en français. Il y en a quelques-unes. Il y a passerelle au pluriel. Il y a surmonter les émotions destructrices. Il y a quand l'esprit dialogue avec le corps. Enfin, je vous mettrai sous la vidéo, je vous mettrai quelques liens, quelques ouvrages. Ok. Donc là, c'est juste pour passer ici. Et ensuite, on a la page 11. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Page 11 avec le deuxième paragraphe qui commence par All. Or, il est paradoxal que le bouddhisme, dont une approche superficielle ou partisane pourrait laisser entendre qu'il fait de l'illusion phénoménale et du nihilisme son credo, a certes clairement la possibilité de connaissance directe certaine, donc de perception directe valide. Ouais, perception directe valide, qu'on pourrait mettre à la place de connaissance directe certaine, ça revient au même. Très bien. Et donc ça veut dire que dans le bouddhisme, vous êtes d'accord pour dire qu'on dit souvent tout est comme une illusion, ouais. Bon, il y a des gens qui comprennent que le bouddhisme, enfin qui comprennent à tort que le bouddhisme dirait tout est une illusion. Mais tout n'est pas une illusion. Vous n'êtes pas des illusions, mais vous donnez l'impression d'être des illusions. Et donc, mais moi aussi, hein, je vous donne l'impression Mais c'est vrai que ça dépend des écoles philosophiques. Donc là, on pourrait dire que pour les Sautrantika, tout va bien. Il n'y a pas l'erreur de l'apparence d'existence inhérente, il n'y a pas tout ça. Donc on va garder ça de côté pour l'instant, ces différents types d'écoles philosophiques. Ok. Donc là, on reste chez les Sautrantika. Donc il dit c'est précisément l'objectif de l'étude des cognitions valides. Ouais, pramana, tsema en tibétain. Cognition valide ou cognition avérée, c'est pareil. Que de distinguer les modes de conscience qui atteignent leur but cognitif des modes cognitifs spécieux ou faux. Là, c'est pareil, il faut mettre faux. Il ne faut pas mettre erroné, il faut mettre faux. Ça veut dire que vous avez des consciences qui sont en accord avec la réalité, qui sont factuellement concordantes. C'est ça que ça veut dire. Factuellement concordantes, ça veut dire que c'est en accord avec la réalité. Et vous avez des consciences qui ne sont pas en accord avec la réalité. Ouais. Et donc, celles qui ne sont pas en accord avec la réalité, eh ben, elles sont fausses. Ouais. Je Ok. je comprends pas l'expression qui atteignent leur but cognitif. Oui, ça c'est la définition. On pourrait dire que c'est une description chez les Indo-Tibétains. Ils disent qu'une cognition valide atteint son objet identifié. Cheden Topa en tibétain. Cheden Topa, je vous mettrai aussi le lien d'un petit passage de Recognizing Reality sous la vidéo. Cheden Topa en tibétain, c'est très important. Ça veut dire, que veut dire pour une conscience d'être infaillible? Que veut dire pour une conscience de réaliser son objet? Ouais, une cognition valide doit réaliser son objet. Donc elle doit atteindre son objet identifié. Ça veut dire que si on a sur la table un téléphone et sa tasse de thé, et qu'on dit je vais appeler un tel, et qu'on prend sa tasse de thé, est-ce que ça le fait? Ça le fait pas. Ouais. Si on dit tiens, je vais appeler quelqu'un et on saisit sa tasse de thé, ça va pas le faire. Ouais. Donc on n'atteint pas son objet identifié dans ce cas-là. Ouais. Par contre, si on saisit son téléphone pour dire tiens, je vais appeler quelqu'un, dans ce cas-là, on atteint son objet identifié. Ouais, on atteint un but cognitif. Ça veut dire que notre cognition, notre conscience est en accord avec la réalité. Dans ce cas-là, si on saisit son téléphone pour appeler quelqu'un. Ouais, ouais.
Donc c'est un petit peu comme ça qu'on va dire. On va dire qu'une cognition qui réalise son objet, elle élimine les surimpositions, elle atteint son objet identifié. Ouais. Elle est factuellement concordante, mais non seulement ça, mais en plus elle est nouvelle, oui, pour les Sautrantika. Ça, on aura le temps de le voir. Mais en tout cas, il faut nécessairement qu'elle réalise son objet. Ouais, c'est par exemple, si par exemple on voit un objet sur une table pour la première fois, est-ce qu'on réalise ce qu'est cet objet? Imaginons qu'on puisse voir pour la toute première fois un ordinateur et un portable qui est posé sur cet ordinateur. Est-ce que, en les voyant pour la première fois, on serait capable de les distinguer l'un par rapport à l'autre? Non, hein, ce serait compliqué, hein. Par exemple, à l'époque, quand les conquistadors sont arrivés en Amérique du Sud, souvent ils sont descendus de bateau et ils sont montés sur leurs chevaux, ouais. Et ils sont venus conquérir les pauvres gens qui étaient là-bas. Et quand ils sont descendus de cheval en face des Indiens, les Indiens croyaient qu'ils étaient en train de mourir. Ils pensaient que c'était des dieux à deux têtes. Ils ne faisaient pas la distinction être humain et cheval. Ils disaient c'est un dieu à deux têtes. Et donc quand le conquistador descendait de cheval, ils pensaient qu'il se décérébrait, qu'il se séparait en deux. Ouais. Donc nous, c'est un petit peu la même chose. Si on voyait pour la toute première fois un ordinateur et un portable posé dessus, on pourrait se dire que c'est exactement le même objet, finalement. Ouais. On n'aurait pas l'impression que c'est deux objets l'un sur l'autre. Ouais, donc on ne pourrait pas identifier, éliminer les surimpositions. Par contre, si on nous dit, bah, regarde, ça c'est un objet, ça c'est un autre objet, là on pourrait éliminer les surimpositions par rapport à ça. Ouais. Les surimpositions qui seraient, bah, c'est un seul et même objet, ils sont indivisibles, etc., etc. Ouais, ça vous parle? Ok, très bien. Donc il y a plein d'exemples comme ça, hein. Il y a plein d'exemples comme ça. Mais ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'une cognition valide doit être en accord avec la réalité, doit réaliser son objet. Et donc toute la question se pose, que veut dire réaliser son objet, ouais? Ça ne veut pas nécessairement dire tout réaliser de cet objet. Par exemple, je vois une table en face de moi, est-ce que je réalise tout de cet objet? Non. Je ne suis pas omniscient, je ne sais pas combien de molécules elle a, je ne sais pas qui l'a fabriquée, je ne sais pas d'où vient la peinture, etc., etc. Donc je ne tranche pas toutes les surimpositions. Ouais, ma perception visuelle ne tranche pas toutes les surimpositions par rapport à cette table. Malgré tout, ma perception visuelle tranche les surimpositions par rapport au fait que ce serait une non-table. Ouais. Et donc si on élimine la surimposition comme quoi ce serait une non-table, qu'est-ce qui reste? C'est une table. Ouais. Bravo, bravo, bravo. Super. Donc là, bien sûr qu'on aura le temps d'y revenir largement, hein. Très bien. Ok, donc ensuite, champ d'application du bouddhisme, c'est surtout l'esprit et pas la matière, donc ça, on l'a bien compris. Et ensuite, page 12. Ok, page 12, tout en haut. C'est pourquoi la tradition de l'épistémologie bouddhique distingue entre des cognitions avérées ou des cognitions valides qui réalisent leurs objets et des pseudo-cognitions qui visent leurs objets sans entraîner de certitude, quand bien même ces objets ne sont pas illusoires. Donc là, on parlait tout à l'heure de l'impermanence subtile. L'impermanence subtile de la table se manifeste à nos yeux, mais notre conscience visuelle ne réalise pas cette impermanence subtile. Donc c'est une cognition inattentive. Et bien c'est exactement ce qu'il est en train d'évoquer ici. Des pseudo-cognitions qui visent leurs objets sans entraîner de certitude. Ouais. Par exemple, si je tourne très vite C'est les vrai que pages dans du la bouquin... journée, on n'a pas beaucoup de Allô? jeux, hein. Allô? Allô? Oui, qui c'est qui parlait? Bon, bah tant pis, hein. Ah, ok. Ouais, je vais mettre mute. Voilà, ok. Très bien. Désolé pour vos utilisateurs invités. J'ai mis mute. J'ai le pouvoir de vous muter. Ok. Ok, Tu oui. tu avais donné un exemple pour ça, pour les cognitions inattentives, quelqu'un Oui. qui se promène dans la rue avec des amis, et si on lui dit: «Mais combien de maisons tu as vues?» on n'est pas capable de le dire. Exactement. C'est ça les cognitions inattentives? Exactement, c'est tout à fait ça. Ça veut dire que D'accord. les maisons ne sont pas illusoires, ouais, c'est ce qu'il dit, quand bien même ces objets ne sont pas illusoires, ce sont des vraies maisons qui existent là, et elles passent dans notre champ visuel, ça on ne peut pas le nier, mais on ne peut pas dire combien elles étaient, quelle couleur elles avaient, combien de fenêtres elles avaient, etc. Ouais.
Exactement. Pour l'impermanence subtile, c'est pareil. On va dire que l'impermanence subtile entre dans notre champ sensoriel, mais n'est pas certifiée, n'est pas capable de générer une certitude. Ouais. Et ça, c'est très important, cette question de la certitude, justement, dans le Lorik de Kunkien Jamyang Shepa qu'on avait étudié au Salève avec Vénérable Otoh Rinpoche. Justement, c'était l'une des premières parties de ce texte-là. C'est que veut dire une conscience qui certifie. Ouais, c'est ce que dit Acharya Dharmakirti. Il dit Nye Padani Doroi Neja Neja Ngochir. Il dit entre la certitude et la conscience qui surimpose, l'une terrasse et l'autre est terrassée. Ouais, ou l'une blesse et l'autre est blessée. C'est-à-dire que plus vous allez engendrer une certitude par rapport à un objet réel, un objet qui existe, plus vos surimpositions vont disparaître. Mhm. D'où l'importance de la méditation, bien sûr. Ouais. Parce que la cognition valide, elle a un support dans la réalité. Elle est en accord avec la réalité, alors que l'ignorance ou les surimpositions, etc., ne sont pas du tout en accord avec la réalité. Donc plus vous serez en accord, plus vos consciences seront en accord avec la réalité, plus les distorsions, plus les types d'ignorance, etc., vont perdre du terrain nécessairement. Ouais, c'est ce qui explique la possibilité de se transformer et d'obtenir l'éveil, pour le bien de tous les êtres. Ouais, ouais, ça vous parle? Mhm. Ok, super. Donc la certification, la certitude n'y est pas en tibétain. N'y est pas la certitude, qui n'est pas nécessairement conceptuelle, bien sûr. Hein. Ok, très bien. Ok, très bien, très bien. Et donc ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont faciles. S'il y a des choses que vous lisez dans le texte et qui ne sont pas claires, bien sûr qu'on peut réévoquer ces points-là la fois prochaine. Mais là, c'est juste que là où il n'y a pas de choses très difficiles, je passe facilement. Et s'il n'y a pas de choses à corriger spéciales non plus. Et il y a un point très important, c'est page 13 par rapport au cerveau. Donc en bas de la page 12 et en haut de la page 13, une particularité frappante du point de vue bouddhique des sciences de l'esprit actuelles est de se contenter, aux deux sens du mot, de parler du cerveau quand il s'agit de traiter de la conscience. Ouais, c'est-à-dire que le cerveau et la conscience sont deux choses différentes. Vous avez par exemple un livre de Mathieu Ricard avec Wolf Singer, un neuroscientifique, qui s'appelle Cerveau et méditation, ou Méditation et cerveau, je ne sais plus dans quel sens ça va. Cerveau et méditation peut-être. Je vous remettrai aussi le lien sous la vidéo. Et donc c'est très intéressant, de faire cette distinction. Il y a aussi l'esprit de perspective, l'esprit virgule de perspective de Christopher de Charms. Mais là j'avais mis le livre dans la petite bibliographie dans la vidéo précédente. Et donc c'est un neuroscientifique qui parle du Sotra Antica, l'épistémologie Sotra Antica. Et lui bien sûr il est neuroscientifique, donc il fait des comparaisons entre le cerveau et l'épistémologie bouddhiste. Et il y a bien sûr, de nos jours, il y a Albert Moukébert. C'est un très grand neuroscientifique, très intéressant. Ses conférences, c'est passionnant. Et donc, il parle de la neuroplasticité, etc. Il parle des biais cognitifs. C'est vraiment passionnant. Albert Moukébert. Donc, je mettrai aussi des petits liens de vidéos sous cette vidéo-là. Très bien. Ok. Donc, c'est là où on fait cette distinction chez les bouddhistes entre le cerveau et la conscience. Certainement que dans les neurosciences actuelles, on fait certainement aussi des distinctions, mais peut-être moins marquées, c'est possible. Ok, très bien. Et ensuite, on peut continuer la page d'après. Ok, la page d'après, donc le second passage, ce qui compte est de savoir orienter et maîtriser l'esprit en vue de l'acquisition des moyens de satisfaction et de l'abandon des causes d'insatisfaction. Ouais, insatisfaction, souvent, c'est une traduction pour dukkha en sanskrit. Oui, dukkha, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Souffrance, insatisfaction, mal-être, etc. Et donc, en effet, le but du bouddhisme, et même certainement des religions en général, c'est d'éliminer la souffrance. Ouais. On pourrait dire que tous les êtres sont comme ça. Tous les êtres, quels qu'ils soient, leurs moindres activités physiques, verbales, mentales, sont exclusivement tournées vers l'élimination des souffrances. Ouais. Et tournées vers le bonheur, l'obtention du bonheur, ouais, du bien-être, etc. Mais après, qui identifie ce qu'est de la souffrance et ce qu'est n'est pas la souffrance, etc. On pourrait dire que du point de vue bouddhiste, c'est beaucoup plus profond. Ouais. Par exemple, du point de vue bouddhiste, la souffrance du changement, c'est une souffrance. Mais pour les non-bouddhistes, c'est peut-être plus difficile d'accepter ça. Ouais, la souffrance du changement, c'est quoi la souffrance du changement? C'est les petits plaisirs de la vie. C'est le chocolat. Oui, les plaisirs contaminés. C'est le chocolat. Le chocolat.
Non, non, ça c'est le nirvana. Ça, il faudrait réécrire des commentaires bouddhistes, dire le chocolat, Oui, ça c'est passe. le lendemain du chocolat. Donc en effet, on dira que toutes les sensations plaisantes contaminées sont la souffrance du changement, ouais. Les sensations plaisantes contaminées. Ok, mais pour les non-bouddhistes, et en particulier pour le marketing actuel qui a bousillé la planète, c'est le bonheur stable et définitif. Ouais. Ok. Très bien. Ok, donc l'insatisfaction, la souffrance. Est-ce que si vous avez des choses à partager, n'hésitez surtout pas, hein. Ok. Ainsi, cette approche n'est pas motivée par une curiosité philosophique. Vous voyez, c'est pas juste pour une soif de connaître, c'est pas juste académique. Et encore moins une volonté de maîtriser l'environnement. Ce qui est visé précisément est l'extinction personnelle et universelle de la soif. Donc, Tana, ici, c'est du Pali, c'est pas du sanskrit. Ouais, en sanskrit, c'est Trishna. Ouais. Donc, c'est juste une petite erreur, il y a marqué SKT, mais en fait, il faut mettre P-A-L-I, P-A, un long A. Pali. Tana, ouais. Trishna en sanskrit, ouais. La soif. La soif, donc il y a plusieurs types de soif qui sont décrits. Donc, c'est l'attachement obsessionnel d'une certaine manière, ouais. Ce moteur de l'existence insatisfaisante et insatisfaite, toujours renouvelée. Ouais. C'est ce but unique, la libération de la souffrance, qui rend pertinente la distinction entre les modes avérés de la conscience et ces modes faux, on pourrait dire plutôt faux, ouais. Ou les modes non avérés. Ouais. On pourrait dire que si on a une conscience qui n'est pas une cognition valide, elle n'est pas nécessairement fausse, bien sûr. Elle n'est pas nécessairement complètement à côté de la plaque. Ouais. Mais elle n'a pas de, euh, de statut informatif très important. Ouais, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la cognition inattentive. La cognition inattentive, elle n'est pas à côté de la plaque. Ouais. Il y a bien des maisons qui sont là, qui passent dans notre champ sensoriel, etc. Ces maisons existent bien, etc. Donc notre conscience inattentive n'est pas à côté de la plaque. Mais elle n'est pas une cognition valide. Donc il y a des nuances, il y a des zones de gris entre une cognition valide et une cognition fausse. Et donc c'est bien sûr le propos de ce texte-là. Ok, très bien, très bien. Et ensuite, la page d'après, parce que j'ai hâte d'entrer dans le vif du sujet, donc je passe beaucoup de passages. Mais il y a pas mal de choses qui sont facilement compréhensibles aussi. Ok, donc la page d'après, ce qui est visé est la connaissance certaine, donc la cognition valide, d'objets capables de produire des effets, principalement dans le domaine de l'esprit, même si des bénéfices secondaires peuvent aussi être escomptés. Donc ça c'est très important, ouais. C'est ce que dit Acharya Dharmakirti, mais dans le Pramanavartika, elle dit, euh, qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? Euh, ah oui, il dit Tsemalum et Tchensheba, Dunjenu par Nepani. Il dit que la cognition valide, c'est une cognition qui est infaillible et qui, au regard des phénomènes qui sont capables d'opérer une fonction. Ça veut dire que l'objectif premier de Acharya Dharmakirti pour exposer ce qu'est la cognition valide, c'est de savoir ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui nous permet d'obtenir le bonheur? Le bonheur n'est pas statique, n'est pas donné, ne tombe pas du ciel, etc. C'est un phénomène produit. Et donc, s'il est produit, il dépend de cause. Ouais, donc on ne peut pas simplement prier le Bouddha en disant, s'il vous plaît, le Bouddha, faites en sorte que je sois heureux. Si le bonheur est produit, est impermanent, il est produit, on doit planter les causes du bonheur. Ouais. Et donc ça, c'est très important pour Acharya Dharmakirti d'avoir des cognitions valides par rapport à quelles sont les causes qui engendrent certains effets et pas d'autres. Ouais. Si on veut échapper à la souffrance, on ne peut pas simplement prier le Bouddha, faire des rituels, etc., en disant, oh, s'il vous plaît, le Bouddha, faites en sorte que ma souffrance cesse, et c'est tout. Le Bouddha dira, bah, élimine les causes de la souffrance. Ouais, si on est là avec la casserole qui est en train de bouillir sur le gaz et on supplie le Bouddha, s'il vous plaît, le Bouddha, faites en sorte que la casserole cesse de bouillir, il va dire quoi? Éteins le gaz. Et donc, si on veut qu'un phénomène cesse, eh ben, il faut éliminer les causes de ce phénomène. Si on veut produire un phénomène tel que le bonheur, il faut planter les causes de ce phénomène, non? Et c'est tout le propos de cette affirmation Tsemal no mechen sheva don jenu bar nebani. Ouais, la cognition valide est infaillible, une conscience infaillible au regard de ce qui est impermanent, en particulier, bien sûr.
Parce qu'il y a des cognitions valides, des phénomènes permanents aussi. Mais c'est surtout les impermanents dans lesquels on est plongé au quotidien, etc. Ok, donc là, c'est juste une petite parenthèse. Ok. Ok, très bien. Et donc tout à l'heure, on parlait justement de la première personne. C'est dans le passage qui suit, dans la page 15, il parle de Francisco Varela, parce que c'était l'un des initiateurs de l'Institut Mind and Life avec sa sainteté Dalai Lama, il y a plusieurs années en arrière. Et il est décédé entre-temps. Mais c'était lui qui avait vraiment participé à la fondation de l'Institut Mind and Life. Et justement, il parle de ça, d'attirer l'attention des chercheurs et des penseurs, des sciences et de la philosophie de l'esprit sur la nécessité d'aborder l'étude de la conscience sous l'angle expérientiel, à la première personne. Ouais. Donc là, bien sûr, expérimenter l'esprit à la première personne, forcément, on entend tout de suite Mahamudra, Dzogchen, etc. Ouais. Donc ça veut dire que sa sainteté parle beaucoup de ça, parle beaucoup de cette méditation sur l'esprit. Par exemple, justement, un livre qui s'appelle Méditation sur l'esprit, c'est une transcription très abrégée d'un commentaire qu'il a donné il y a longtemps, qui se trouve intégralement traduit dans The Gelug Kagyu Tradition of Mahamudra. Et bien sûr que sa sainteté a fait aussi des conférences sur le Dzogchen, plusieurs conférences. Et à Strasbourg aussi, il en a parlé en 2016. La dernière fois, il est même introduit à la nature de l'esprit, etc. Donc, c'est l'un des sujets principaux de sa sainteté, en fait, hein. L'un des sujets principaux de méditation de sa sainteté. Il le conseille régulièrement. Vous pouvez trouver aussi un passage dans 100 éléphants sur un brin d'herbe. Il y a tout un passage sur comment méditer sur l'esprit. Il y a quelques passages abrégés aussi dans Penser aux autres, etc. Donc il y a beaucoup d'enseignements dans lesquels le Bouddha, sa sainteté Dalai Lama, c'est pareil, conseille de méditer sur l'esprit. Ouais. Et donc ça c'est très important, parce que c'est comme ça qu'on en a une expérience à la première personne. On ne peut pas simplement lire dans les textes la définition de l'esprit, c'est quoi? Clair et cognitif. Clair et cognitif, ouais, c'est la définition de la conscience. Clair et cognitif. Ok. On ne peut pas simplement lire ça dans un texte et dire ok, l'esprit est clair et cognitif, ouais. Ça ne suffit pas, il faut l'observer à la première personne, c'est très important. Ouais. Et donc, justement, le Mahamudra, donc il y a plusieurs types de Mahamudra. Robina va en parler lundi d'ailleurs, elle va commencer à en parler avec les éditions Mahayana. Ça, c'est très important de voir qu'il y a le Mahamudra des sutras et le Mahamudra des tantras, ouais. Et donc, les tantras, c'est déjà quelque chose de très, très difficile, ouais, euh, c'est plus sur le long terme, on pourrait dire. Ouais, c'est le Mahamudra de Kagyupa, par exemple, c'est extrêmement précieux, qui est d'un niveau similaire au Dzogchen, ouais, chez les Nyingmapa. Donc c'est la conscience la plus subtile. Donc c'est très très difficile. C'est pas parce que c'est très simple que c'est facile. Ouais. Et c'est du niveau des tantras supérieurs, chez les Gelugpa, chez les Sakapa, de la phase de perfection. Ouais, donc c'est extrêmement euh, profond. Par contre, le Mahamudra des Sutras, c'est beaucoup plus accessible. Ça veut dire essayer de méditer sur la conscience mentale, de quoi est fait mon esprit à l'instant présent, etc. Et ensuite de méditer sur la vacuité de cette conscience. Ouais, et là, c'est le Mahamudra des Sutras. C'est beaucoup plus accessible. Et c'est ça l'expérience à la première personne dont parle le traducteur ici. Ouais, sous l'angle expérientiel. Qu'est-ce que l'esprit? Mais aussi par rapport aux différents types de cognition qu'on va étudier. La cognition inattentive, etc. On peut vérifier dans notre quotidien, ok, là j'ai eu une cognition fausse, là j'étais complètement à côté de la plaque, là j'étais plutôt d'accord avec la réalité, mais je ne savais pas vraiment pourquoi, etc., etc. Ouais. Donc ça nous permet c'est une forme de GPS aussi pour savoir où on en est, par rapport à la voix aussi, par rapport au lamrim, jusqu'à quel point on a certifié les renaissances, par exemple, jusqu'à quel point on a certifié les quatre nobles vérités, jusqu'à quel point on a certifié la possibilité de l'éveil, etc., etc. Ouais. Ou c'est juste des suppositions correctes, ou c'est juste parce que notre maître l'a dit, etc., etc. Donc c'est là où ça devient intéressant aussi, ouais. Ces différents types de cognition qu'on étudie. Ok, très bien. Donc à la première personne et en complément de celui plus classique à la troisième personne. Ouais, la troisième personne, c'est une recherche scientifique, mais pour la conscience, c'est difficile à la troisième personne. C'est plutôt à la deuxième personne. Ouais, quand quelqu'un parle à son thérapeute, etc. Dans ce cas-là, c'est plutôt à la deuxième personne. Ouais, il y a quelqu'un qui a un dialogue avec quelqu'un d'autre. Cette autre personne ne perçoit pas l'esprit du malade ou de la personne qui va mal. Mais grâce à un dialogue, il y a peut-être la possibilité de discerner certains modes cognitifs, certaines habitudes, certaines empreintes, etc., etc. Mais l'idéal, c'est quand même à la première personne.
Ok. Très bien, très bien, très bien. Ok, ok. Donc, il dit ensuite, il est important de comprendre ce livre, comme le disent à la fois Latili Potier et Elisabeth Napper dans leur introduction respective. C'est une première approche de l'étude de l'esprit selon le bouddhisme. Ok, donc ça, on l'a bien compris. Ensuite, le passage d'après, page 16. Euh, En fait, c'est la façon de parler de l'école Geluk. Ok, quand c'est un adjectif, on peut dire Gelugpa. Ouais, en tibétain, on peut dire Gelugpa quand c'est un adjectif. Ouais. Donc, par exemple, au début, le tout premier mot de la page 16, c'est bien l'école Gelug. Donc, il n'y a pas besoin de mettre le pas à la fin, qui sous-tend ici cette présentation de l'Oric. C'est un manuel de Geshe Jampel Sampel. C'est un manuel assez récent qui reprend un petit peu les points principaux de l'Oric. Et donc, c'est une porte ou une clé à ce champ d'investigation qu'est la conscience. OK. Ensuite, l'étude d'ouvrages bien plus complexes de la tradition épistémologique de Acharya Dignaga Dharmakirti est abordée dans la suite du cursus, et ce de manière répétée. C'est-à-dire que dans les grandes universités monastiques, mais pas que Gelugpa d'ailleurs, hein, dans les grandes universités monastiques, dans les grands monastères, Nyingma, Sakya, Kagyu, Gelug et Bön, on étudie tout ça. Ouais, parce que tous ces grands monastères ont des datsang, donc le monastère, ils ont des sheja, donc les collèges d'études, ils ont les jukja pour étudier les retraites, les rituels, etc. Ouais. Donc souvent en Occident, on a tendance à se dire qu'il n'y a que les Gelugpa qui étudient tout ça. On a tendance à se dire que les Sakyapa, les Nyingmapa n'étudient pas tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de centres en France où il n'y a pas de sheja. Ouais, il y a beaucoup de centres Kagyupa, Nyingmapa qui n'ont pas de sheja. Mais il y a un centre Nyingmapa qui en a un. Par exemple, à Bli, je ne sais pas si vous connaissez le centre Yeshe Korlo, il y a un Kempo qui est là-bas, qui est vraiment très bien, qui enseigne régulièrement. Et il enseigne le Shedra dans ce petit centre Nyingmapa. Et donc, mais l'immense majorité des centres en Occident qui relèvent de ces écoles, Kagyu, Nyingma, etc., n'ont pas nécessairement de Shedra. Ils sont assez rares à en avoir. Et donc, nous, en tant qu'Occidentaux, on se dit, oh, bah, ils étudient pas tout ça, tout simplement, parce qu'on n'est pas mis en contact avec tout ça. Mais en Inde, là où ils sont plus nombreux, où ils sont plus établis, il y a tous ces collèges d'études, etc. Par exemple, à Namjoling, je ne sais pas si vous avez été à Namjoling, à Sera, il y a le grand monastère Gelugpa Sera, et à côté, il y a le temple d'or, on l'appelle comme ça, Golden Temple. C'était le temple de Pema Norbu Rinpoche. Ouais. Et donc, il y a un Shedra là-bas. Il y a les moines qui débattent, etc. Ouais, et c'est un monastère, un Nyingmapa. Ouais. Ok, donc c'est juste pour rappeler des petites choses, parce que parfois on a un regard occidental qui n'est pas toujours celui des Tibétains. Ok, donc d'autre part, différentes interprétations existent. Donc ça, on verra que Latthi Rinpoche va faire des comparatifs entre le texte qu'il commente, celui de Yongzin Purbuchok, celui de Jamyang Shepa, etc. Ouais, donc ils ne sont pas tous d'accord, hein. Ça, il faut l'accepter d'emblée. Loin de là, ils ne sont pas tous d'accord. Ok. Différentes interprétations existent, non seulement entre les différents ordres monastiques Gelugpa, mais aussi entre les diverses lignées tibétaines portant parfois sur des thèmes déterminants. Ok, donc ça c'est normal, il y a plusieurs points de vue, etc. Ok, très bien. Et donc tout à l'heure on parlait justement du Mahamudra des Tantras, le Dzogchen et le Dzogrim, c'est dans le passage qui suit, donc on va pas y revenir. Ok, très bien. Ok, ok. Très bien. Et ensuite, ok. Dans la page d'après, donc page 17. Oh, si ça va trop vite et que vous voulez revenir sur des points en particulier, n'hésitez surtout pas, hein. N'hésitez surtout pas. Ok. Donc on va essayer de terminer cette préface-là parce qu'il nous reste quelques minutes. Ok. Donc la traduction des termes techniques tibétains ou sanskrit relevant de la conscience est plus ardue en français qu'en anglais, dans la mesure où le vocabulaire est moins riche et moins souple dans la langue française. Ouais. Ok, donc là c'est une terminologie anglo-saxonne du champ de la conscience qui n'est pas non plus exempte de difficultés. Ok, comme le note Nathalie Depraz ou Depraz, dans la conscience, approche croisée des classiques aux sciences cognitives. Ok, donc conscience, esprit, tout ça c'est équivalent. Conscience, esprit, mental, c'est équivalent. Ouais, mental, très bien. Conscience en général c'est Vijnana, ouais, c'est dans le passage juste après. Très bien.
Vijnana, c'est la conscience. Ensuite, pour cognition, c'est jnana, ouais, avec un A long d'abord. C'est le premier A, un A long. Ok. Donc conscience ou cognition, on pourrait dire aussi. Ok. Ça a donné Shepa en tibétain, oui. Vijnana, ça a donné Nampal Shepa en tibétain. Ouais. Chitta. Chitta, c'est l'esprit aussi, ouais. Chitta. Sem en tibétain. Ok, donc esprit, mental, cognition, conscience, tout ça, c'est à peu près équivalent, mais on verra des nuances vers la fin du livre. On verra qu'il y a des nuances entre cognition mentale et mentale. On verra qu'il y a 4 possibilités, etc. Très bien. Et donc en tibétain, on dira lo et rik. Lo, c'est pour buddhi en sanskrit. Ouais. Buddhi, c'est l'entendement ou la compréhension, etc. Ouais. Donc c'est aussi un équivalent de jnana. Et Rik, c'est pour Rigpa. Donc Rigpa, bien sûr, a plusieurs euh, traductions possibles. Rigpa, c'est Samvedana en sanskrit, ouais. Ou Samviti aussi parfois. Ouais. Ok, donc ça veut dire cognition aussi. Donc souvent, moi, dans les définitions que je vais redonner, c'est souvent cognition au lieu de conscience, mais c'est similaire de toute façon. Ok, très bien, très bien. Ok, très bien, très bien. Voilà, donc c'est ce qui est marqué là, page 18. L'eau traduit le sanskrit buddhi, oui, et traduit par awareness en anglais. Ouais. Donc lui, il traduit par connaissance. Ouais, on pourrait dire entendement aussi, l'entendement. Ouais. Et ça donne une notion un petit peu de conceptualisation. Et par exemple, c'est ce qu'il dit ici, dans le sens général du terme, compréhension, intelligence, cognition, conceptualisation. Alors que l'eau ou buddhi, c'est pas nécessairement conceptuel. Ouais. Donc, il faut faire la distinction quand même. Ok, bien sûr qu'on aura le temps de voir tout ça. Rigpa, ok, Rigpa, c'est Samvedana, ouais. C'est terme tibétain. Et ça traduit aussi le sanskrit Vidya. Donc, ça dépend du contexte. Ouais. Ici, c'est plutôt Samvedana. Ouais, Samvedana. Et dans d'autres contextes, ce sera Vidya. Vidya qui a donné ensuite le latin videre, vidéo, voir, etc. Ouais. Ouais, en fait, il y a beaucoup de mots qui viennent du sanskrit et pas du latin. Mais à l'école, on nous a dit que les, les portes de la philosophie occidentale s'arrêtaient à la Grèce. Ok. Très bien, très bien. Donc, avidya, c'est l'ignorance, etc. Ok, et donc là, il y a un point important, justement, elle dit qu'on retrouve cette notion de clé d'avidya, l'ignorance fondamentale qui projette les êtres dans le cycle du devenir. Oui, le samsara, ça parle à tout le monde, ouais. Mm. Ok, très bien. Je décide de le traduire ici par connaissance, dans le sens général de connaître, savoir. Cela ne gêne en rien la compréhension du texte, et c'est là où Geshe Dreyfus, dans Recognizing Reality, à la page 288, dit que connaissance, c'est du contenu informatif. Ouais, comme connaître quelqu'un, connaître l'alphabet, etc. Alors que ici, c'est plutôt cognition, c'est un événement mental. Ouais, donc c'est pourquoi moi, je traduirais par cognition et pas par connaissance. Ouais, donc c'est juste cette distinction ici. Et en bas du paragraphe qui suit, il y a une traduction française du Loric, le vocabulaire philosophique de Dakpo Rinpoche et Maristela Bousmar. C'est très utile. Vous pouvez le retrouver dans Dharmapédia aussi. C'est un dictionnaire gratuit qui a été Ouais. fait par l'équipe des disciples de Dakpo Rinpoche. C'est très intéressant aussi. C'est pas le même vocabulaire, mais c'est intéressant quand même. Et Ouais, qu'on peut même télécharger sur son téléphone portable. exactement. Tout à fait. C'est très pratique. Ouais. Très. Et il y a une traduction française de l'Abhidharma Samuccaya. Ouais, il manque un H là, mais c'est pas grave. Samuccaya, l'Abhidharma Samuccaya de Walpola Raoula. Donc c'était certainement un français un petit peu plus vieillot, un petit peu plus désuet, mais c'est pas très grave. Il a un Donc sur la... titre. Hein, pardon? Excuse-moi, Jimpa. Oui. Ça a un titre là, cette traduction française ou c'est Abhidharma Samuccaya? Il faudrait vérifier, il faudrait que je vérifie. Bah, dans la bibliographie, ils disent juste que je suis allée regarder justement, ils disent Ouais. juste que c'est l'école EFEO, c'est-à-dire l'école d'Extrême-Orient, c'est ça? Oui. C'est quoi? Ouais, c'est ça. 1971. Les éditions, je crois, hein, Ouais, d'Extrême-Orient. EFEO, ouais, Ouais. 1971. Oui, Donc c'est quand même très vieux. oui, tout à fait. Et je suis même pas sûr que ce soit encore disponible. Ouais. Oui. Et donc, c'est l'Abhidharma Samuccaya, ouais, il y a un H avant l'avant-dernier A. Et il parle des fonctions cognitives, donc Chaita. On peut parler de facteurs mentaux. Ouais, c'est juste ça qu'on peut rajouter. Ok, très bien, très bien. Et puis, bah, après, c'est facile. C'est facile. Et donc, la prochaine fois, on entrera dans la préface et l'introduction, la présentation d'Elisabeth Napper. Waouh, déjà!
Déjà. Et donc, ce sera vendredi prochain, je crois. C'est ça qu'on avait mis comme date. Je vais vous dire ça tout de suite. Là, nous sommes le... ok. Le 31. Le 31. Et donc, en effet, le 7 avril. Le 7 avril, il y aura Connaître l'esprit. Donc, on pourra entrer dans la préface qui est très brève, hein, la préface d'Elisabeth Napper. Et dans la présentation, ça donne des points très importants pour établir les bases ensuite et mieux comprendre ce que va dire la Rinpoche. Ouais, ça vous va? On fait comme ça? Ouais. Ok, Super. bravo, merci à tous. Merci. C'est un vrai plaisir Merci, de vous bonne retrouver. semaine à vous. Merci, Et bonne ça. semaine. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, ciao, ciao. Bonne journée.